Est-ce qu'on n'a pas tous, à un moment précis de notre semaine, ressenti cette sensation vraiment vertigineuse de courir sur un tapis roulant qui va de plus en plus vite? Oh bah ça, c'est le mal du siècle, hein. Ouais, c'est ça. On s'assoit à son bureau le matin avec d'excellentes intentions, on a une petite liste de priorités bien claire en tête et en l'espace de 10 minutes, c'est le chaos absolu. La fameuse avalanche d'emails. Absolument. L'avalanche d'emails urgents, une réunion qui s'éternise, une demande imprévue qui tombe de nulle part. Et le soir venu, on éteint l'ordinateur complètement lessivé, avec cette impression tenace et franchement hyper frustrante de ne pas avoir avancé d'un seul millimètre sur ce qui comptait vraiment. C'est presque devenu une condition inhérente au monde du travail moderne, en fait. On a normalisé cette souffrance d'une certaine façon. C'est clair. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Notre immersion du jour nous emmène explorer un ouvrage qui prend le contre-pied total de cette fatalité. Il s'agit de La boîte à outils de l'efficacité professionnelle de Pascal Bélorger. Et c'est un choix d'exploration fascinant, parce qu'il faut lever toute ambiguïté d'entrée de jeu. Oublions les manuels de productivité froids, culpabilisants, qui nous expliquent comment devenir des robots capables de traiter 1000 tâches à la minute. Ouais, le genre de livre qui te fait te sentir mal parce que tu n'as pas coché toutes tes cases à 18 heures, quoi. Exactement. Là, c'est tout le contraire. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour reprendre le contrôle de son emploi du temps et surtout de son énergie mentale. C'est très différent. Et d'ailleurs, pour poser le décor, le livre s'ouvre sur une nouvelle d'anticipation qui a été écrite par François Debois, et elle illustre mais parfaitement ce vertige moderne dont on parlait. C'est vrai que c'est une entrée en matière qui surprend pour ce genre d'ouvrage. On n'a pas l'habitude de commencer par de la science-fiction. Ah non, pas du tout. En fait, on y suit le quotidien de Sacha, une travailleuse qui est plongée dans un futur hyper technologique. L'auteur décrit un monde où la sollicitation a atteint son paroxysme absolu, c'est presque étouffant à lire. Je me sentais oppressée pour elle. Pareil. Sacha évolue dans une ville où des nuées d'abeilles drones nettoient l'air en permanence. Au bureau, ses collègues sont complètement hypnotisés par des écrans souples géants. Et son espace de travail est constamment envahi par des holomessages, c'est comme ça qu'ils les appellent. Des hologrammes qui flottent littéralement devant ses yeux pour exiger son attention immédiate. On imagine très bien la charge mentale d'un tel environnement. C'est notre open space, mais sous stéroïdes. C'est ça, le cauchemar technologique. Pourtant, à la fin de cette journée de travail qui semble vraiment apocalyptique en termes de distraction, alors qu'elle range ses affaires, Sacha s'arrête. Hmm. Elle est envahie par un sentiment étrange, presque oublié. Ce n'est pas la boule au ventre du stress. Ce n'est pas non plus cet épuisement résigné qu'on connaissait bien. C'est une sensation de sérénité profonde. Elle passe sa journée au crible pour comprendre le déclencheur de cette paix antérieure, justement. Elle se demande pourquoi elle se sent si bien alors que tout autour d'elle, c'était la tempête. Et le diagnostic qu'elle pose sur sa propre journée, c'est le cœur même du message de l'ouvrage. Sacha réalise qu'au milieu de ce chaos d'hologrammes et de sollicitations, elle n'a fait que des choix conscients. Des choix conscients, ouais. Face à un holo-message hyper urgent, elle a décidé de ne pas y répondre dans la seconde. Elle a pris le temps de définir ce qui était vraiment important pour elle ce jour-là. Elle a même osé recadrer une réunion qui commençait à s'enliser et à dévorer son emploi du temps. Ce sentiment de paix qu'elle ressent en fermant son bureau, c'est tout simplement le goût de la liberté. Et le mot est fort, hein, quand on parle de gestion du temps, tu trouves pas? Très fort, oui. C'est pourtant la promesse centrale de cette approche. L'efficacité professionnelle, au sens où l'auteur l'entend, n'est absolument pas une course à la quantité. Donc on n'essaie pas d'en faire toujours plus. Pas du tout. Il ne s'agit pas d'abattre plus de travail en moins de temps. Il s'agit de retrouver sa liberté d'action. Une liberté qu'on forge heure après heure, en décidant sciemment de ce qu'on va accomplir, en le faisant réellement. Et surtout, et ça c'est le plus dur, en écartant sans aucun scrupule les fausses urgences qui parasitent notre attention. C'est un sacré changement de paradigme. Mais là où la forme rejoint le fond de manière assez magique dans ce livre, c'est que la méthode proposée est d'une grande poésie. On est à des années-lumière des tableaux Excel austères ou des listes de contrôle façon militaire. Oui, l'ambiance est très différente de ce qu'on lit d'habitude. Totalement. En fait, on est accompagné tout au long de la lecture par un petit personnage dessiné à la main. Il s'appelle Plume et il a un côté très Petit Prince de Saint-Exupéry. Il amène une bienveillance folle à la lecture. C'est un guide, en quelque sorte. Voilà. Et surtout, chaque grande thématique s'ouvre sur un conte philosophique. Je trouve ça brillant pour faire redescendre la pression avant d'aborder des outils purement techniques. Il y a notamment ce conte du marchand d'étoffes qui m'a beaucoup fait réfléchir sur notre propre définition de la réussite. Tu t'en souviens ? Ah oui, ce conduit drapier. Il résonne profondément avec ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui sans même s'en rendre compte en fait.
C'est l'histoire d'un homme qui a réussi selon tous les critères de la société. C'est ça. L'histoire nous présente un marchand qui a repris la boutique de son père. Et sur le papier, c'est un triomphe total. Il réceptionne des cargaisons de tissus hyper précieux qui viennent du bout du monde, de la soie, de la flanelle, du damas lourd et riche. Il passe ses journées à conseiller de riches clients. Il accumule les pièces d'or dans son coffre. Et tard le soir, à la lumière de la bougie, il fait ses inventaires avec une précision redoutable. Aux yeux de la ville entière, et pour la plus grande fierté de son vieux père bien sûr, cet homme a réussi sa vie professionnelle. Il est incroyablement productif et efficace. Mais parce qu'il y a un mais, dans le secret de son cœur, il est profondément malheureux. Et pourquoi? Parce que sa véritable passion, ce qu'il fait vibrer au quotidien, ce n'est pas du tout le commerce, la négociation ou la gestion des stocks. C'est le fil et l'aiguille. C'est la couture. C'est un artisan dans l'âme en fait. Exactement. Lorsqu'un client entre dans sa boutique, il ne regarde pas la bourse du client, il observe la coupe de son manteau. Il repère les faux plis, les ourlets mal faits, et il meurt d'envie de sortir ses ciseaux pour ajuster le vêtement. Seulement voilà, son emploi du temps de riche marchand est tellement surchargé par ses obligations de gestionnaire qu'il n'a plus une seule minute à consacrer à sa véritable vocation. Et c'est là que l'erreur de ce marchand devient tragique. Et c'est la première grande leçon de cette philosophie. Être redoutablement efficace et productif dans un domaine ou une voie qui ne correspond pas à notre nature profonde, c'est une perte d'énergie monumentale. On tourne à vide, quoi. C'est presque absurde quand on y pense. Totalement. Le marchand est une machine de guerre sur le plan de la productivité pure, mais sur le plan de l'accomplissement personnel, il est à sec. Avant de chercher des techniques pour courir plus vite, l'ouvrage nous invite à définir ce qu'il nomme notre objectif personnel d'efficacité. C'est-à-dire s'assurer qu'on court dans la bonne direction finalement. C'est ça. Sans un alignement entre nos talents profonds, nos envies et notre travail quotidien, la prétendue efficacité devient simplement une usine à fabriquer du burn-out. C'est une réflexion philosophique magnifique, je suis bien d'accord. Mais si je joue un peu l'avocat du diable, dans la vraie vie, le lundi matin, quand on a 50 emails non lus qui clignotent sur l'écran, des clients qui s'impatientent sur la messagerie interne, on ne peut pas tout envoyer valser pour aller coudre les vêtements ou élever des chèvres dans le Larzac. Ah ben non, ce serait trop facile. Du coup, comment on fait concrètement pour ne pas se noyer quand on est déjà pris dans la tempête ? Le livre pointe d'ailleurs un coupable idéal pour ça, cette fameuse spirale du switch permanent. Le papillonnage cognitif, oui. C'est le grand fléau de l'open space et du télétravail réuni, ça. Tu m'étonnes. On connaît tous ça. On commence à lire un rapport super complexe. Une notification apparaît en bas de l'écran, on bascule sur la messagerie instantanée, on répond à un collègue, ce qui nous fait penser à un dossier qu'on ouvre, puis on retourne sur le rapport, et pouf, on a perdu le fil. C'est épuisant. Et la science est formelle sur ce point. Le cerveau humain n'est pas du tout câblé pour le multitâche complexe. C'est un mythe dangereux. À chaque switch, à chaque bascule d'attention, on brûle une quantité astronomique de glucose mental. D'où l'insistance de l'auteur sur la focalisation absolue. Et le truc intéressant, c'est que ça passe d'abord par des gestes physiques, avant même d'être mental. Oui, parce que l'environnement de travail est le miroir de notre espace mental. Pour retrouver une capacité d'attention profonde, l'esprit a besoin de clarté visuelle. Donc ça veut dire ranger son bureau. Ranger physiquement son bureau, oui, mais aussi numériquement. C'est avoir un seul dossier ouvert et visible sur l'écran d'ordinateur et fermer absolument tous les autres onglets. Ah ça, on a tous ce collègue, ou soyons honnêtes, on est tous parfois ce collègue qui a un bureau d'ordinateur tellement rempli d'icônes et de dossiers nommés projet final, V3, définitif vraiment, qu'on ne distingue même plus l'image de fond d'écran derrière. C'est une horreur pour le cerveau, ça. C'est une charge mentale énorme avant même de commencer à taper sur le clavier, en fait. Une fatigue visuelle qui se transforme instantanément en fatigue cognitive, oui. L'épuration est vraiment la condition indispensable pour focaliser son énergie sur un seul livrable à la fois. Et dans cette continuité d'épuration, il y a une méthode d'organisation présentée dans le livre qui m'a vraiment interpellée. C'est la méthode limitée. Sur le papier, la logique est imparable, mais dans la pratique, elle demande un courage fou. Elle est redoutable, cette méthode. Si on déroule l'idée ensemble, pour ceux qui nous écoutent, on commence par tout mettre à plat. On vide son cerveau sur le papier en listant tout ce qu'on doit faire dans la journée. Ensuite, on intègre d'office une marge pour les imprévus. Parce qu'il y en a toujours des imprévus. C'est une règle d'or. Toujours. Puis on estime le temps réel que va prendre chaque tâche. Et c'est là que ça devient délicat. Imaginons qu'on fasse le calcul. Il est 8h30, je dois finir une présentation de 2 heures, répondre à mes emails pendant 1 heure.
J'ai 4 heures de réunion prévues, un problème RH à régler qui me va prendre 1 heure et demie. Je fais le total et j'arrive à 11 heures de travail. Sauf que ma journée n'en compte que 8. Le fameux mur de la réalité. Voilà. Et là, le livre nous dit qu'il faut avoir le courage d'éliminer purement et simplement ce qui dépasse. Le coup de crayon sans aucune pitié sur ce qui ne rentre pas. Mais c'est terrifiant. Moi, je lis ça, je panique. Si la tâche qui dépasse, c'est une demande explicite de la direction, je ne peux pas juste la rayer de ma liste avec un sourire zen en disant que je préserve mon écologie personnelle. Comment l'ouvrage gère-t-il cette friction avec les réalités hiérarchiques de l'entreprise? C'est précisément là que la méthode prend tout son sens et devient un outil d'affirmation de soi. Bien sûr qu'on n'enraille pas une demande de la direction en secret dans son coin. Ce serait du suicide professionnel. Le but de la méthode limitée est de nous confronter à la réalité mathématique de notre temps disponible pour sortir du fantasme de la journée élastique. D'accord, donc c'est une prise de conscience. C'est ça. Une fois qu'on a la preuve visuelle, mathématique, que tout ne rentre pas, on sort de la passivité. Cela force à faire des choix stratégiques et à ouvrir le dialogue. On va voir son manager avec sa liste et on dit de façon très posée « J'ai 8 heures, voici les priorités. Si ce dossier est urgent pour aujourd'hui, alors cette autre présentation devra attendre demain. Lequel choisis-tu » Ah, on lui renvoie la balle en fait, c'est hyper malin. C'est ce qu'on appelle le courage managérial, même envers sa propre hiérarchie. C'est un antidote très puissant contre le perfectionnisme toxique qui nous pousse à dire oui à tout, pour finalement bâcler le travail ou faire des nuits blanches. Assumer nos limites humaines, en somme. Arrêter de se prendre pour des super-héros. Et ce refus de la souffrance au travail, ça nous amène vers un concept super rafraîchissant. On a souvent baigné dans cette culture de la performance liée au sang et aux larmes, le fameux no pain, no gain, le culte du charbon et du surmenage, mais le livre démonte complètement cette image avec le concept de zen performance. J'adore ce concept. La performance sereine est soutenue par une citation d'Aristote dans le livre, qui est très bien choisie d'ailleurs. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. C'est très vrai. Si l'on étudie les personnes qui maintiennent un très haut niveau d'efficacité sur le long terme, on réalise qu'elles détestent les sprints de dernière minute. Elles fuient l'héroïsme épuisant. La clé, c'est la régularité des petits rituels. L'histoire de la goutte d'eau qui creuse la roche, en fait. L'effort microscopique mais constant. Voilà. Décider de bloquer, disons, 20 minutes tous les matins, sans exception, pour avancer sur un projet de fond important avant même d'ouvrir sa boîte mail. 20 minutes, ça paraît ridicule comme ça. Ça paraît rien, c'est indolore. Mais répéter chaque jour avec la régularité d'un brossage de dents, cela produit des résultats colossaux sur une année, sans jamais générer de pic de stress. C'est la régularité qui l'emporte sur l'intensité. Ça rejoint d'ailleurs un autre grand pan de l'ouvrage, qui est l'application de la démarche Lean à notre propre efficacité. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme un peu technique, le Lean est né dans l'industrie automobile, chez Toyota notamment. Exact. L'objectif initial, c'était de traquer et d'éliminer le moindre gaspillage sur les chaînes de montage. Du temps perdu, des gestes inutiles, des stocks de pièces trop importants. Pascal Bélorget transpose cette philosophie de l'usine à notre quotidien de bureau. Et franchement, ça fait mal là où ça passe. Oh oui, parce que le gaspillage intellectuel et administratif, il est omniprésent dans le métier moderne. L'idée de la démarche Lean personnelle, c'est de simplifier à l'extrême. L'auteur donne l'exemple de la surproduction d'informations. Tu penses au fameux tableau de reporting? Exactement. Ces fameux tableaux de 50 pages que l'on passe des heures à compiler chaque mois et que personne ne lit au-delà de la toute première diapositive de résumé. C'est tellement déprimant quand on y pense. Ou encore les boucles de validation infinie, où 7 personnes différentes doivent donner leur accord par email pour un tout petit projet, ce qui fige complètement le flux de travail pendant des semaines. Et il y a aussi le stockage numérique compulsif. On en parle de ça, Evelyne. Garder des dizaines de milliers d'emails obsolètes dans ses archives au chaos, ce qui nous oblige ensuite à passer un temps fou avec la barre de recherche pour retrouver la bonne information. Le syndrome de Diogène numérique. Le Lean nous invite à élaguer tout ça brutalement, éliminer tout ce qui ne produit pas de valeur directe. Élaguer, oui, mais pas n'importe comment. Ce qui rend cette discussion si riche, c'est que l'auteur n'impose pas un moule unique. Elle introduit la connaissance de soi au cœur du processus de nettoyage, notamment à travers le modèle ProcessCom. Et ça, c'est une vraie nuance. C'est même fondamental. La ProcessCom, ou Process Communication, c'est un modèle qui permet d'identifier différents profils de personnalité et surtout leurs besoins psychologiques spécifiques face au travail. En l'appliquant à l'efficacité, on comprend que la productivité est quelque chose de profondément subjectif. C'est clair. Par exemple, il y a le profil type du travailloman.
C'est une personne qui a un besoin viscéral de structure, de silence absolu, de plannings ultra détaillés et d'étapes très séquentielles pour avancer. Si tu mets cette personne au milieu d'un open space bruyant avec un brief flou, elle s'effondre. Elle ne peut rien produire de bon. Mais à l'inverse, on a d'autres profils, les personnalités plus rêveuses ou plus rebelles, qui ont besoin de bouillonnement, des gens qui ont besoin d'échanger des idées à la machine à café, de laisser libre cours à un désordre apparent sur leur bureau pour stimuler leur créativité. Et la grande leçon ici, c'est de cesser de culpabiliser si notre méthode de travail ne ressemble pas à celle de notre voisin de bureau. Bah oui, on est tous différents. L'efficacité maximale est atteinte lorsque l'on parvient à adapter son environnement et ses processus à sa propre nature, plutôt que de s'épuiser à se tordre dans tous les sens pour rentrer dans un standard unique de l'entreprise qui ne nous correspond pas du tout. Arrêter de se juger soi-même, franchement, c'est déjà récupérer beaucoup d'énergie. Et par extension, cela aide aussi à ne pas juger les autres. Parce que la productivité aujourd'hui est très rarement une affaire solitaire. On dépend de nos collègues, on dépend de nos équipes. La dimension collective est primordiale. C'est pour ça que le livre propose un concept pour rassainir ces interactions interpersonnelles. La posture plus plus. Et là, surprise, c'est directement inspiré des accords Toltec, cette philosophie de vie ancestrale mexicaine. Oui, les accords Toltec appliqués au monde de l'entreprise. C'est redoutable pour réduire la friction émotionnelle, qui est souvent le premier gouffre à temps dans un projet, bien avant les problèmes techniques. C'est le fameux « ne faites pas de suppositions », n'est-ce pas ? Tout à fait. On reçoit un email un peu sec d'un collègue, et au lieu de décrocher son téléphone pour demander une clarification factuelle, on passe 3 heures à ruminer, on en parle à 2 autres collègues à la pause, on commence à imaginer que la personne déteste notre projet, qu'elle essaie de nous saboter. Un scénario catastrophe digne d'un film. Soit systématiquement constructive. C'est écouter les contraintes de l'autre département, exprimer les siennes avec clarté et chercher l'intersection où tout le monde peut avancer. Fluidifier la relation humaine, c'est mécaniquement accélérer l'exécution du travail. Et en parlant de l'humain dans ce qu'il a de plus profond, il y a un dernier outil abordé dans cette fameuse boîte à outils qui m'a vraiment pris à revers. Dans un monde de la productivité qui est hyper dominé par les algorithmes, les applications de gestion du temps et la rationalité la plus froide, l'ouvrage milite pour la réhabilitation des émotions. Pire encore pour certains managers, il nous invite à faire confiance à notre intuition. De l'intuition dans un livre d'efficacité professionnelle ? Je sais, ça peut sembler super paradoxal de prime abord, mais les neurosciences soutiennent de plus en plus cette approche. Pendant des décennies, on a cru que le professionnel efficace devait agir comme une machine purement analytique. Listant les pour et les contre dans des tableaux interminables avant de prendre la moindre décision. Voilà. Or, notre intuition, cette fameuse petite voix intérieure qu'on nous dit souvent d'ignorer, est en réalité un algorithme de traitement de données ultra puissant et extrêmement rapide. Notre cerveau capte et mouline en arrière-plan des milliers de signaux faibles en permanence. Des micro-expressions sur le visage d'un client, une légère dissonance dans le discours d'un partenaire, un schéma récurrent dans un marché qu'on n'arrive pas à verbaliser. Quand le résultat de ce calcul inconscient remonte à la surface sous forme de ressenti ou d'intuition, ça nous permet de trancher 1000 fois plus vite qu'avec n'importe quel tableau Excel. S'autoriser à utiliser son intuition, c'est gagner un temps précieux dans la prise de décision. C'est aussi ce qui permet de saisir des opportunités imprévues. Accepter une réunion qui n'était pas du tout au programme de la journée parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de potentiellement très intéressant à creuser. C'est la porte ouverte à la sérendipité, cette faculté de faire des découvertes heureuses un peu par hasard. Une efficacité purement rigide et planifiée ferme complètement la porte à ces éclairs de génie. Ce qui démontre toute la souplesse de cette approche, en fin de compte. Et c'est là qu'on comprend la vraie valeur pratique du livre. Ce n'est pas un essai théorique lourd qu'on doit ingérer sagement du début à la fin. C'est vraiment un menu à la carte. C'est un point d'usage qui est très important pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient s'y plonger. Si la personne se sent sous l'eau, au bord de la noyade, avec un agenda qui explose, il ne faut surtout pas qu'elle lise les chapitres sur la découverte de ses talents cachés. Ce serait contre-productif. Elle doit filer directement à la section Sortir la tête de l'eau pour trouver les outils de gestion de crise, fermer les écoutilles et réapprendre à respirer avec la méthode limitée dont on a parlé. Exactement. En revanche, si la situation est stabilisée, que le temps est bien maîtrisé, mais que paradoxalement l'ennui pointe le bout de son nez, que le travail manque de saveur ou de sens, là, on saute directement vers le dossier dédié à l'expression de son potentiel. Le livre est intelligemment conçu pour répondre à la douleur ou aux besoins de l'instant T. Et
la mécanique psychologique derrière tout ça est fascinante. C'est le pouvoir du sentiment d'efficacité personnelle. L'auteur insiste sur le fait que la confiance appelle l'efficacité et vice-versa. Le jour où l'on réussit à désencombrer son bureau physique, même si ce n'est qu'une toute petite victoire matérielle, on nourrit ce sentiment de maîtrise sur son environnement. Et cette petite victoire donne un élan psychologique. Elle donne le courage de refuser une réunion inutile le lendemain, par exemple. C'est ça. Ce refus libère du temps pour avancer sur un projet de fond avec la méthode des 20 minutes quotidiennes. Et hop, on entre dans une spirale vertueuse redoutable. Dès le premier petit succès, la machine est relancée. Si l'on essaye de capturer l'essence de tout ce parcours, de toutes ces méthodes, c'est que cette lecture démonte avec beaucoup de finesse le grand mensonge de notre époque. L'efficacité professionnelle n'est plus, et ne doit surtout plus être, une injonction masochiste à se transformer en machine de traitement de données. On n'est pas des ordinateurs. Non, on est des humains. Ce modèle productiviste est non seulement obsolète, mais il est dangereux pour la santé mentale de tous. Ce qui est proposé à travers toutes ces fiches, ces approches personnalisées et ces comptes, c'est une véritable démarche d'écologie personnelle. C'est un cheminement qui est plein de douceur, truffé d'astuces malignes et d'un bon sens pragmatique. Tout ça pour réussir à remettre son quotidien au service de sa propre vie et non l'inverse. Voilà qui ouvre une perspective vraiment passionnante. Pour toutes les personnes qui suivent cette discussion aujourd'hui, on passe tellement de temps à scruter les magasins d'applications en quête du dernier logiciel miracle, de la méthode infaillible pour gagner 15 petites secondes par jour. Et si, au fond, le plus grand secret de la productivité dans ce monde saturé d'hyperconnexion, ce n'était pas la technologie? Une excellente question. Et si le vrai courage aujourd'hui, c'était de s'autoriser le droit de rêver, de donner enfin du crédit à la petite voix de son intuition et de tailler la part belle à notre propre nature humaine, avec ses irrégularités, ses besoins profonds et même sa poésie. C'est une réflexion qu'on laisse à chacun le soin de méditer. C'est une invitation, en tout cas, à plonger les mains dans cette riche boîte à outils pour y découvrir les nombreuses autres pépites qu'elle cache et peut-être commencer à transformer durablement la façon dont vous organisez vos journées. C'était une exploration particulièrement éclairante. Un grand merci d'avoir suivi ce cheminement avec nous.